Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage dans la vie d'un homme qui a fait rire des millions d'Européens avec une simple démarche chaloupée, un clin d'œil malicieux et une théâtralité exagérée. Aldo Maxione, cet Italien au sourire en coin, a transformé l'humour absurde en art, passant des planches modestes de Turin aux écrans flamboyants des années 70. Adoré par le public, il était parfois un cauchemar pour les réalisateurs, son énergie imprévisible défiant toute discipline. Mais derrière ce masque de clown, il y avait un homme complexe, qui a choisi de s'effacer dans un silence énigmatique. Que s'est-il passé avec cet artiste unique? Pourquoi a-t-il tourné le dos à la gloire alors qu'il avait encore tant à offrir? Préparez-vous à découvrir l'histoire d'Aldo Maxione, une légende comique dont les échos résonnent encore, entre rire et mélancolie. Dans la Turin industrielle de 1935, Aldo Maxione voit le jour dans une famille ouvrière où chaque rire est une victoire contre la grisaille. Fils d'un ouvrier d'usine et d'une couturière, il grandit dans un quartier où les cheminées crachent de la fumée et où l'argent manque souvent. On n'avait pas de télévision, mais on avait des histoires et des blagues, confiera-t-il à un journaliste français en 1980. Dès son plus jeune âge, Aldo se distingue par un sens aigu du spectacle. À 6 ans, il imite les stars hollywoodiennes projetées dans les cinémas de quartier. Jerry Lewis, avec son énergie frénétique, devient son héros. Je faisais tomber les chaises pour faire rire ma mère et ça marchait à chaque fois, racontera-t-il avec un sourire nostalgique. Clark Gable, avec son charme assuré, inspire ses premières poses devant le miroir. Mais Aldo ne se contente pas de mimer. Il observe, décortique, analyse. Les tics, les silences, les regards, il comprend que le rire naît dans les détails. À 12 ans, il amuse les voisins en parodiant les passants dans la rue, gagnant quelques lyres et un public éphémère. Je n'avais pas de formation, mais j'avais un instinct, dira-t-il dans une rare interview en 1995. À 18 ans, son talent brut explose lors d'un radiocrochet à Turin, un concours de talent radiophonique qui préfigure les émissions modernes comme La France a un incroyable talent. Sa performance, un mélange d'imitation et de grimaces exagérées, séduit le jury. J'ai gagné un dîner et une chance de rêver plus grand, se souviendra-t-il. Cette victoire lui ouvre les portes d'un théâtre local, où il n'a ni formation classique ni texte écrit, mais une présence scénique qui électrise. Les spectateurs rient dès qu'il entre en scène, avant même qu'il ne parle. Il suffisait qu'il bouge un sourcil, et la salle explosait, écrira un critique dans un journal turinois en 1955. Ce théâtre devient son terrain d'expérimentation. Chaque soir, il teste de nouveaux gags, joue avec le silence, ajuste son rythme. Il découvre que le rire n'est pas seulement dans l'action, mais dans l'attente, dans ce moment suspendu où le public retient son souffle. À 20 ans, Aldo rejoint un groupe qui va définir la décennie suivante, les Brutaux. Avec Gianni Zullo, Ettore Bruno, Jacques Guérini et Elio Piatti, ils forment un quintet déjanté, mêlant rock'n'roll, burlesque et parodie. On n'était pas des chanteurs, on était des tornades, dira Aldo en riant. Leurs spectacles sont un chaos organisé. Ils se jettent contre les murs, tombent de leurs chaises, portent des costumes absurdes aux vestes trop grandes, lunettes ridicules et interrompent leurs chansons par des blagues imprévues. Leur énergie anarchique résonne avec la contre-culture des années 60, en Italie comme en France. En 1960, ils conquièrent Paris, se produisant à l'Olympia, la salle mythique où passent les plus grandes stars. En première partie de figures comme Sacha Distel, ils volent souvent la vedette. On était des clowns qui faisaient trembler les planches, racontera Aldo. C'est là qu'il dévoile sa fameuse démarche Maxione. Un pas exagéré, torse bombé, hanches balancées, une parodie de la virilité macho inspirée par Alberto Sordi, le maître italien de la comédie. Je voulais montrer l'ego, le rendre ridicule et le public a suivi, expliquera-t-il. Cette démarche devient une sensation. Les écoliers l'imitent dans les cours de récréation, les journaux français le surnomment Aldo la classe. Un nom à la fois ironique et affectueux. Je ne savais pas si je devais rire ou rougir, dira-t-il à ce sujet. Les Brutaux, portés par cette popularité, tournent dans toute l'Europe, mais Aldo brille plus fort que les autres. Sa gestuelle, son regard malicieux, son accent italien qui roule sur chaque mot captive. Les réalisateurs commencent à frapper à sa porte, voyant en lui plus qu'un clown de music-hall, un acteur capable de transformer une scène par sa seule présence. En 1970, Claude Lelouch, le cinéaste acclamé pour Un homme et une femme, repère en Aldo une étincelle unique. Il lui offre un rôle dans Le Voyou, un polar sombre avec Jean-Louis Trintignant. Loin de son burlesque habituel, Aldo joue un truand secondaire,
apportant une intensité inattendue. Il pouvait dire plus avec un regard qu'avec un monologue, dira Lelouch dans une interview en 1995. Le film, applaudi par la critique, montre qu'Aldo n'est pas qu'un amuseur. 2 ans plus tard, Lelouch le rappelle pour L'Aventure, c'est l'aventure, une comédie criminelle loufoque avec Lino Ventura, Charles Denner et Jacques Brel. Dans une scène désormais culte, les personnages imitent collectivement la démarche Maxione, un moment où la fiction et la réalité se mêlent. C'était comme si le monde entier marchait comme moi, plaisantera Aldo. Le film attire plus de 3 millions de spectateurs en France, un triomphe qui propulse Aldo au rang de star. Les réalisateurs comprennent qu'il est une garantie de rire et de succès au box-office. Entre la fin des années 60 et le début des années 70, Aldo Maxione devient une icône culturelle. Son charisme transcende les barrières linguistiques. Pas besoin de dialogue complexe, ses mouvements, son timing, son regard suffisent. Ce qui a commencé comme des imitations d'un gamin de Turin devant sa famille s'est transformé en une révolution comique. L'Europe rit à chaque faux pas, à chaque grimace, à chaque clin d'œil. Dans les années 70, Aldo ne suit pas la vague du cinéma burlesque européen, il est la vague. Avec sa démarche défiant toute logique et son visage taillé pour l'exagération, il trace un chemin unique. Il ne court pas après des rôles dramatiques ou subtils. Au contraire, il plonge dans des personnages flamboyants, ridicules, délicieusement excessifs. Ce que certains critiques jugent comme de la bouffonnerie est en réalité un art calculé. Derrière chaque chute, chaque mot, se cache une maîtrise instinctive du rythme comique. Le rire, c'est une science du corps, dira-t-il dans une interview en 1985. Entre 1975 et 1982, il est partout, enchaînant les films français et italiens. Ses collaborations avec Pierre Richard sont légendaires. Dans Je suis timide, mais je me soigne en 1978, il joue un faux dandy aux côtés du héros maladroit de Richard. Leur chimie est explosive, l'un nerveux, l'autre fanfaron. On était comme Laurel et Hardy, mais avec un accent italien, plaisantera Richard. Le film attire 2,7 millions de spectateurs, consolidant la réputation d'Aldo comme un second rôle incontournable. La même année, dans C'est pas moi, c'est lui, il partage à nouveau l'affiche avec Richard, jouant Aldo Barazzutti, un vantard empêtré dans un tissu de mensonges. L'intrigue, centrée sur une confusion d'identité dans le showbiz, reflète sa propre vie. « J'ai ri de moi-même avant que les autres ne le fassent », dira-t-il. Le film permet à Aldo d'explorer une autoparodie, mêlant burlesque et conscience de soi. Les spectateurs adorent, et même les critiques commencent à reconnaître une profondeur sous ses pitreries. Dans Plus beau que moi, tu meurs en 1982, réalisé par Philippe Clair, Aldo pousse l'autoparodie à son paroxysme. En gigolo italien enchaînant les catastrophes, il transforme la vanité en un art tragicomique. Il y avait une fêlure sous le vernis, une solitude qui rendait le rire poignant, écrira un critique. Le public rit, mais sans une mélancolie subtile, une vulnérabilité qui rend Aldo plus humain. Mais c'est son rôle de Tassin dans Mais où est donc passée la 7e compagnie ? En 1973, réalisé par Robert Lamoureux, qui le consacre. Ce film burlesque, suivant 3 soldats français pendant la Seconde Guerre mondiale, devient un phénomène culturel, attirant plus de 4 millions de spectateurs. Tassin, un soldat charmant mais totalement à côté de la plaque, est inoubliable. Sa réplique « Chef, j'ai glissé, chef » entre dans la légende. On me criait ça dans la rue, dans les cafés, partout, racontera Aldo. Les enfants l'imitent, les adultes la répètent. Tassin devient une figure archétypale, et la démarche Maxione un symbole national. Pourtant, les coulisses sont moins joyeuses. Aldo, adepte de l'improvisation, s'oppose à Jean Lefebvre, qui joue Pithiviers, et à Lamoureux, qui impose un cadre strict. Je voulais jouer, eux voulaient un script gravé dans le marbre, confiera-t-il. Une anecdote légendaire raconte qu'après une dispute, Aldo quitte le plateau en costume militaire, errant dans la campagne normande jusqu'à un café de village. J'ai appelé le producteur et demandé une limonade et des excuses, dira-t-il en riant. Alain Poiré envoie une voiture, mais Lamoureux reste inflexible. Quand via la suite, on a retrouvé la 7e compagnie en 1975, Aldo refuse de revenir, invoquant un conflit d'agenda. Les initiés savent que les tensions sont irréconciliables. C'était mon ego contre le leur, admettra-t-il plus tard. Henri Guibet le remplace, mais les fans regrettent l'absence d'Aldo. Sans lui, ce n'était plus la même magie, écrira un spectateur sur un forum en 2000. Ce conflit marque un tournant. Les rumeurs d'instabilité et d'ego circulent,
ternissant l'image du clown sympathique. Bien qu'il continue à travailler, la magie s'effrite. L'industrie, avide de nouveaux talents plus dociles, regarde ailleurs. Dans les années 80, le cinéma comique change. Le burlesque d'Aldo cède la place à des humoristes plus sophistiqués comme Coluche ou Thierry Lhermitte. Aldo tente de s'adapter avec des films comme Le Cowboy de George Lautner en 1985 ou Aldo et Junior avec Rémi Laurent en 1984, mais ils ne trouvent pas leur public. Pizza Yolo et Mozzarella en 1986, une comédie musicale ambitieuse, est un échec. C'était trop forcé, hors du temps, note un critique. À 50 ans, Aldo sent le vent tourner. Le public voulait du neuf, j'étais l'ancien, confiera-t-il. À la fin des années 80, Aldo range son alter ego, Aldo la classe. Sans ce masque, il se retrouve face à un vide. Les directeurs de casting ne savent plus quoi faire d'un acteur associé à un seul archétype. Dans les années 90, il tente un retour discret avec des rôles à la télévision et au théâtre, mais la nostalgie ne suffit pas. En 1991, Albert Uderzo lui rend hommage dans Astérix, La Rose et le Glaive, le caricaturant en légionnaire vaniteux marchand à la Maxione. Un honneur et un adieu, dira Aldo. Son dernier rôle au cinéma, dans Travaux, on sait quand ça commence de Colin Serrault en 2005, est celui d'un carreleur incompétent, un écho ironique à son déclin. Je riais, mais ça faisait mal, avouera-t-il. En 2010, à 75 ans, Aldo surprend en participant à la ferme Célébrité sur TF1, tournée en Afrique du Sud. Loin des provocateurs comme Michael Vendetta, il apporte un charme d'antan. J'étais curieux, peut-être seul, confiera-t-il. Avec ses lunettes de soleil et sa démarche, il séduit les candidats. Il était notre grand-père comique, dira David Charvet. Mais les tâches physiques traire des chèvres, nettoyer des porcheries ou l'épuisent. Au 7e jour, il quitte l'émission. Une semaine ici, et il me faut un mois chez le médecin, lance-t-il avec humour. TF1 diffuse un montage émouvant sur Ti amo de Umberto Tozzi, déclenchant une vague d'affection sur les réseaux sociaux. En partant, il nomme Vendetta chef, un choix chaotique digne de son humour. Ma dernière blague, dira-t-il. Après l'émission, Aldo s'efface. À Saint-Paul-de-Vence, il vit avec sa femme Nathalie, son rock depuis les années 60. Elle a tout traversé avec moi, la gloire, les dettes, les doutes, confiera-t-il en 2017. Souffrant de douleurs dorsales, il refuse les hommages. J'ai eu mon moment, place aux jeunes, dira-t-il à un ami. La biographie Aldo Maxione, La classe en 2015, préfacée par Lelouch, pas un homme fier mais blessé. L'industrie m'a oublié vite, déplora-t-il. Pourtant, la 7e compagnie attire encore 3 millions de téléspectateurs lors des rediffusions. Sa démarche, ses répliques vivent dans la culture populaire. À 90 ans, Aldo plaisante encore avec Nathalie, exécutant sa démarche pour elle seule. Je suis un clown triste, mais heureux chez moi, dira-t-il en 2020. Quel est votre moment préféré d'Aldo Maxione? Dites-le nous en commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires derrière les légendes.